L'Antiquité est une période extraordinaire de notre histoire qui va des origines des temps historiques à la chute de l'Empire romain. Pendant cette période, des empires sont nés, des cultures se sont créées et des guerres ont éclaté. Aujourd'hui, nous allons parler d'une des plus célèbres, que dis-je, des plus incroyables des batailles des temps antiques. La bataille qui confronta les Perses à Alexandre le Grand, j'ai nommé Gaugamel. Le 30 septembre 331 avant Jésus-Christ, le destin de deux empires s'est décidé dans une plaine située à 70 miles au nord de l'actuel Irbil, en Irak. La plaine faisait partie d'un vaste territoire au nord de la capitale provinciale perse, où le roi Darius III, également connu sous le nom de Darius Codommanus, avait rassemblé une armée suffisamment redoutable, espérait-il, pour stopper l'invasion des terres de la Méditerranée orientale. Mais le roi Alexandre III, âgé de 25 ans seulement, dont la réputation le précède comme le tonnerre avant l'orage, conduit ses hommes en Asie. Pour les soldats du roi, leur invasion vengerait un demi-siècle de dévastation infligée à la Grèce pendant les guerres perses, entre 499 et 448 avant Jésus-Christ. L'ambition personnelle d'Alexandre, cependant, est tout autre, et n'était rien de moins que d'éclipser le grand empire perse en conquérant ses terres et en les plaçant sous sa bannière. Chapitre 1. Contexte historique. La mort de Philippe. Avant son invasion, une période d'escarmouches et d'intrigues politiques continue entre la Perse et les cités-États helléniques, jusqu'à l'assassinat du père d'Alexandre, le roi Philippe II de Macédoine, en 336 avant notre ère. Bien que la personne responsable du meurtre de Philippe n'ait jamais été déterminée de manière concluante, de nombreux historiens considèrent sa femme divorcée, Olympiens, princesse d'Épire, comme le suspect le plus probable. Alexandre, n'y croyant pas, a publiquement blâmé des agents perses pour la mort de Philippe son père. En héritant du royaume, et après seulement un an de conflit armé, Alexandre avait consolidé le contrôle macédonien sur le reste des cités-États de la Grèce. Il organisa ensuite une campagne qui promettait aux Grecs une revanche dans la conquête de leurs ennemis perses. Laissant son général de confiance, Antipater, avec un peu plus de 10 000 soldats pour exercer un contrôle sous les sections nouvellement conquises de la Grèce, Alexandre traversa l'Hellespont avec 30 000 fantassins et 5 000 cavaliers. La résistance qu'il rencontra en chemin, à l'exception des troupes mercenaires qu'il rencontra au combat, fut d'abord mineure. En peu de temps, il se forge une réputation de justice, ainsi que d'invincibilité. Il réduisit la charge fiscale du peuple, utilisant les trésors perses des villes qu'il capturait pour construire des ponts, des routes et des canaux d'irrigation. La popularité de ses politiques, associée à des victoires décisives au Granique en mai 334 et à nouveau à Isus en novembre 333, lui permetta de ne poster que de petites garnisons dans les satrapies de l'Empire perse, qui se soumettaient à lui alors qu'il avançait dans le royaume de Darius. C'est peut-être le succès d'Alexandre à Isus, la défaite d'une puissance force perse considérablement supérieure en nombre à la sienne, ainsi que l'étonnante capture de la famille de Darius, qui a contribué à la stratégie qu'il allait utiliser à Gaugamel. Mais pour qu'Alexandre puisse assumer le titre de Basilius, grand roi, il devait capturer Darius lui-même. Dans les derniers instants de la bataille d'Isus, le souverain perse s'enfuit. Environ 4000 de ses hommes ont également réussi à s'échapper. Ensemble, ils ont cherché un refuge sûr à Babylone,
la capitale de la Mésopotamie, alors sous contrôle perse, où Darius espérait rassembler ses esprits, faire des plans et mettre sur pied une armée plus forte et plus capable. Alexandre, quant à lui, faisant preuve d'une grande sagacité, n'a pas poursuivi Darius immédiatement, non. Il voulait d'abord sécuriser ses conquêtes sur le côté oriental de la mer Égée, ce qui signifiait avoir affaire à la puissante marine perse. Pour neutraliser cette flotte, Alexandre a passé les 12 mois qui ont suivi Isus à s'emparer des ports de la côte ouest de l'Asie. En chemin, il a recruté tous les hommes prêts au combat qu'il a pu trouver et qui étaient prêts à rejoindre son corps expéditionnaire. Dans le même temps, en préparation de son attaque sur le trône perse, il envoya une force de constructeurs de ponts, dirigée par son confident de toujours, Héphaïstion, à l'est de l'Euphrate, pour attendre son avancée. Chapitre 2. Rends-toi et deviens mon allié. Darius ne considérait pas l'emprise d'Alexandre sur le territoire perse comme sûre, et il fit clairement savoir qu'il accepterait la reddition du Macédonien dans une lettre déclarant « Alexandre n'a envoyé aucun représentant à sa cour pour confirmer l'ancienne amitié et alliance entre les deux royaumes. Au contraire, il a traversé l'Asie avec ses forces armées et a fait beaucoup de dégâts aux Perses. Maintenant, le roi Darius demande à Alexandre le roi de faire revenir de captivité sa femme, sa mère et ses enfants, et il est prêt à faire amitié avec lui et à être son allié. » La réponse d'Alexandre montrait clairement qu'il rejetait toute forme d'accommodement avec Darius. Il dit « Vos ancêtres ont envahi la Macédoine et la Grèce et causé des ravages dans notre pays, bien que nous n'ayons rien fait pour les provoquer. En tant que commandant suprême de toute la Grèce, j'ai envahi l'Asie parce que je voulais punir la Perse pour cet acte, un acte qui doit être entièrement mis à votre charge. Vous avez envoyé aux Grecs de fausses informations à mon sujet, dans l'espoir d'en faire mes ennemis. Vous avez tenté de fournir de l'argent aux Grecs. Vos agents ont corrompu mes amis et essayé de briser la paix que j'avais établie en Grèce. C'est alors que je suis rentré en campagne contre vous. Avec l'aide de Dieu, je suis maître de votre pays. Venez donc à moi, comme vous viendrez au seigneur du continent asiatique. Demandez-moi votre mère, votre femme et vos enfants. Et à l'avenir, que toute communication que vous voudrez faire avec moi soit adressée comme au roi de toute l'Asie. Ne m'écrivez pas comme à un égal. Tout ce que tu possèdes est maintenant à moi. Si d'autre part tu veux contester ton trône, tiens-toi debout et bats-toi pour lui et ne t'enfuis pas. Où que tu te caches, sois sûr que je te chercherai. Chapitre 3. Poursuite des négociations. Après la capture et la destruction partielle de Tyr et Gaza, utilisée comme avertissement par Alexandre, Darius envoya une autre proposition de paix, offrant cette fois des concessions considérables, dont la somme de 10 000 talents pour rançonner la famille royale et le territoire à l'ouest de l'Euphrate jusqu'à la mer Égée. Il leur proposa de sceller une alliance entre les deux royaumes en offrant sa fille en mariage à Alexandre. Compte tenu des mœurs nobles de l'époque, il s'agissait là d'une offre généreuse qu'un autre roi aurait pu accepter sans hésiter. Mais Alexandre, dont l'intelligence avait été aiguisée par son vieux maître, le philosophe Aristote, a apparemment considéré la deuxième tentative de paix comme une preuve de l'effritement de la détermination de son ennemi. En répondant à l'offre, Alexandre a nié tout intérêt pour l'argent et a déclaré qu'il n'accepterait aucune quantité de territoire inférieure à l'ensemble du continent asiatique. Il était, affirmait-il, déjà lui, et s'il souhaitait épouser la fille de Darius, il pouvait le faire sans la permission du roi. Chapitre 4. Le vrai commencement. Sur son trône, à Babylone, un Darius vexé se préparait à la guerre, une fois de plus. Pendant ce temps, Alexandre envahit l'Égypte en décembre 332 avant Jésus-Christ, ne rencontrant aucune opposition significative. L'occupation est complète en mars 331 et coupe la marine perse de tous ses ports. Alexandre établit des garnisons en Égypte et planifie
la construction de ce qui deviendra plus tard la ville d'Alexandrie. Il tourna ensuite ses forces qui avaient retrouvé leur nombre, près de 50 000, qu'il avait d'ailleurs commandé à Isus au nord, vers l'ancienne ville de Tarsakus. Là, Héphaïstion et ses hommes avaient donc travaillé à la construction de ponts en vue de la traversée de l'Euphrate par Alexandre. Mais Darius avait remarqué le départ du nouveau roi d'Égypte et il envoya Masaüs, le satrape de Babylone, et quelques 6000 cavaliers pour empêcher la traversée. Mais confronté à l'intimidante cavalerie d'Alexandre, Masaüs ramena ses hommes à Babylone et laissa les envahisseurs achever leur traversée sans encombre. Chapitre 5. Réfléchir à un plan. La stratégie de Darius. Ayant observé la trajectoire de l'avancée réussie d'Alexandre, Darius pesa les possibilités de ce que pourrait être le prochain mouvement de son ennemi, avant de décider de sa contre-stratégie. Si Alexandre se trompait, comme Darius l'espérait ardemment, il prendrait le chemin le plus court vers Babylone. Cette route, la vallée de l'Euphrate, était une étroite et longue bande verte traversant un désert aride. Au mieux, une parcelle de terre à peine suffisante pour soutenir une armée de la taille de celle d'Alexandre. Apprenant que son ennemi macédonien ne ferait pas son jeu en descendant la vallée de l'Euphrate, Darius devina qu'Alexandre avait l'intention de passer le Tigre à gué, probablement à Mossoul. Le roi perse envoya des éclaireurs pour couvrir et rapporter toutes les routes principales à travers le nord de la Mésopotamie. Pendant ce temps, il fait marcher son armée principale vers le nord, jusqu'à Arbela, à environ 80 km à l'est de Mossoul. De là, Darius s'appuiera sur les rapports des services de renseignement pour orienter sa marche, son objectif premier étant d'intercepter Alexandre. Plusieurs des éclaireurs de Darius sont toutefois tombés entre les mains des Macédoniens, et en les interrogeant, Alexandre a glané suffisamment d'informations sur le plan du Perse pour obtenir un léger avantage. Chapitre 5. L'arrivée d'Alexandre. Après une marche de 4 jours depuis les rives du Tigre jusqu'à Gaugamela, Alexandre établit son camp. Pendant 2 jours, ses hommes ont récupéré leurs forces pendant qu'Alexandre rencontrait ses généraux. On ne peut que deviner ce qui se passait dans ces conseils secrets. Aucun document historique n'a été retrouvé sur la façon dont le roi macédonien planifiait ses offensives. Toutefois, si vous en avez, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. La 4e nuit, Alexandre a mis ses hommes en ordre de bataille, prévoyant d'affronter les Perses à l'aube. À 3 miles du terrain, cependant, il ordonna une autre halte, risquant une certaine perte de morale parmi les troupes dont l'adrénaline était montée à un niveau de combat. Au fur et à mesure que le soleil se levait sur Gaugamela, la raison d'Alexandre devenait évidente. Ses soldats pouvaient voir pour la première fois le grand nombre de guerriers qu'ils affrontaient. De nombreux officiers d'Alexandre ont montré leur confiance inébranlable en leur commandant, en proposant un assaut immédiat. Mais le principal général d'Alexandre, Parménion, recommanda encore un jour de repos et de reconnaissance. Il accepta et ordonna de lever à nouveau le camp, puis passa la journée à inspecter à la fois le champ de bataille qui avait été nivelé pour accueillir la cavalerie et les chars de Darius et la disposition des forces perses. Chapitre 6. Analyse des forces. Les ailes gauche et droite de la ligne de Darius étaient composées principalement de cavalerie, entremêlée d'archers et d'infanterie. Au centre, et protégeant Darius à l'arrière, se trouvait sa cavalerie spéciale de mercenaires grecs et ses gardes royaux à pied et à cheval. En outre, Darius avait rassemblé un contingent d'infanterie de nationalité mixte qui, comme on l'a supposé, était très probablement composé d'hommes non entraînés appelés à la hâte depuis les collines. L'ensemble de la ligne perse était encadré par quelques 200 chars à faux, ainsi nommés en raison des couteaux en forme de fossiles qui dépassaient de leurs roues. Un petit nombre d'éléphants asiatiques surplombaient l'armée perse. Les effectifs de cette armée
ont été estimés par les historiens entre 200 000 et 1 million, ce qui est invraisemblable. Pour Alexandre, les chiffres précis ne faisaient guère de différence, mais selon l'estimation la plus prudente, ils étaient de toute façon largement dépassés en nombre. Son plan de bataille devait être brillant. Chapitre 8. La bataille commence. Alors que le soleil se levait, le 30 septembre, Alexandre a prononcé un bref discours à ses officiers. Il n'avait pas besoin de ça pour les inspirer, a-t-il déclaré. Ils avaient leur propre courage et leur fierté pour les soutenir. Il leur demanda juste de se souvenir qu'ils ne se battaient pas seulement pour l'Asie mineure ou l'Égypte, mais pour la souveraineté de toute l'Asie. Puis, il dirigea son armée vers l'avant. Il offrit à Darius l'appât tentant d'un flanc droit macédonien, plus court, contre une gauche perse plus longue. En continuant à étendre sa ligne, Alexandre menaçait de déplacer la bataille hors du terrain, spécialement préparé pour les manœuvres de cavalerie et de chars. C'est devenu un concours de nerfs. Darius, quant à lui, continuait à déplacer son front vers la gauche pour suivre le mouvement d'Alexandre. Finalement, il ordonna à la première cavalerie de son aile gauche d'entrer en action pour arrêter la marche d'Alexandre. Aussi vite qu'ils avançaient, les mercenaires feignent d'être intimidés par le nombre de Darius et interrompent leur attaque. La gauche perse poursuit vigoureusement sans s'attendre aux dizaines de fantassins à l'affût derrière la droite macédonienne. Darius appelle alors son prochain coup, le corps principal de la cavalerie, une force de combat d'environ 8000 hommes, commandée par son cousin. Bésus tenait à l'assaut, lame contre lame, l'infanterie grecque esquivait la cavalerie et absorbait la force d'un nombre important de soldats de Darius. Les chances de la cavalerie d'Alexandre, qui attend toujours son heure, sont ainsi réduites. Pendant ce temps, Darius lançait ses chars à faux et envoyait ses éléphants en action. Alexandre déploya ses javeliniers, dont les missiles tuèrent ou mirent hors d'état de nuire la plupart des conducteurs de chars, avant qu'ils n'aient eu le temps d'infliger des dégâts. Bien qu'intimidants par leur taille, les éléphants n'ont guère fait plus que de créer un degré gérable de chaos et d'interférence. La plupart des troupes d'Alexandre ont simplement séparé leurs rangs et laissé passer les bêtes qui chargeaient. Pour autant, Darius devait se sentir en confiance. Les éléphants étaient une expérience. Les chars, bien qu'ils aient échoué dans d'autres confrontations, avaient valu un nouvel essai. Mais l'aile droite macédonienne était fortement engagée. Darius ordonna une avance générale, déversant plus d'hommes dans le chaos sur sa gauche. À sa droite, la cavalerie de Mazéus se déchaîne contre la cavalerie et la phalange de Parménion. Sans le savoir, Darius réduisait encore les chances des compagnons d'Alexandre qui attendaient toujours de lancer leur charge décisive contre Darius et ses gardes royaux. Alors que les hommes affluaient vers l'aile droite macédonienne et que la lutte s'y intensifiait, la ligne de bataille s'étirait encore plus loin sur la gauche, amincissant et donc affaiblissant le front perse. À ce stade, les seules cavaleries perses qui n'étaient pas encore détruites et engagées dans la bataille étaient celles qui se trouvaient à peu près en face d'Alexandre et de ses compagnons. Ceux-là étaient les plus importants pour qu'Alexandre engage personnellement les proches et les gardes de Darius. Les Perses avaient sacrifié la profondeur dans le processus d'extension de leur ligne, dans un effort pour garder leur front continu. Les compagnons étaient maintenant prêts à s'écraser dans les rangs perses peu serrés. Alexandre rassembla ses forces encore disponibles en un gigantesque coin. À la pointe de ce coin se trouvait la garde royale et la cavalerie des compagnons. À la traîne, sur la gauche, se trouvaient les bataillons de phalanges restants. Sur la droite, l'infanterie et les archers thraces, ainsi que les javeliniers qui avaient été précédemment déployés contre les chars. Chapitre 9. La cavalerie est là. À travers la poussière qui s'élevait du conflit, Darius regardait Alexandre et sa redoutable cavalerie émerger dans un ordre presque parfait. Avec l'aide de sa phalange, Alexandre a repoussé la ligne perse en direction de Darius, le menaçant à la fois sur le flanc et à l'arrière. Le roi perse espérait sans doute que l'assaut d'Alexandre soit arrêté par sa propre garde royale et quelques 3000 fantassins.
Mais les gardes de Darius furent rapidement maîtrisés par l'élan même de la force de combat macédonienne. Le côté gauche du puissant coin d'Alexandre devint un filet dont le but ultime était la capture du roi perse. Une petite brèche fut créée dans la ligne d'Alexandre lorsqu'il perça la ligne perse, permettant à Darius d'envoyer un escadron de cavalerie perse et indienne pour frapper le train de bagages macédonien. Mais ils furent vaincus par l'infanterie légère thrace et les troupes de renfort de la phalange de réserve d'Alexandre. 2 autres escadrons de cavalerie de l'aile droite perse ont contourné la bataille dans l'espoir, sans doute, d'atteindre le camp d'Alexandre et de libérer ainsi la famille royale perse. Bien qu'ils aient créé un certain degré de désordre, les sauveteurs n'ont pas réussi, soit tués, soit chassés par les frondeurs et les javeliniers macédoniens. Bésus était encore en train de combattre la droite macédonienne quand il a vu les compagnons percer la ligne perse. Craignant probablement la possibilité qu'Alexandre tourne ses forces vers la gauche, il ordonna un retrait. Les Perses ont commencé à se retirer, mais ont été pourchassés et massacrés dans leur fuite. Chapitre 10. La fuite de Darius. Darius se rendit compte que la bataille était hors de contrôle, et tout comme il l'avait fait à Isius, abandonna son armée. Derrière lui, son infanterie et sa garde royale luttaient désespérément pour leur vie. Ils ont réussi à percer les forces macédoniennes qui les encerclaient et à suivre leur roi. À ce moment-là, Alexandre s'est retourné pour aider Parménion, mais il a rencontré une importante force de Perses et d'Indiens, ce qui a entraîné les combats les plus violents de la bataille. Cette action soulagea cependant l'aile gauche macédonienne et la cavalerie thessalienne de Parménion réussit à vaincre ses adversaires. Cela permit à la cavalerie des compagnons d'Alexandre de repousser les forces perses qu'ils affrontaient. Le résultat final fut la panique et la mise en déroute du reste de l'armée de Darius. Chapitre 11. La fin. D'un point de vue tactique, Alexandre était sorti vainqueur écrasant de Gaugamel, un succès qui peut être attribué à plusieurs facteurs. Parmi les plus importants, le fait que ses troupes avaient un moral supérieur, non seulement en raison de leur série de succès militaires, mais aussi en raison des liens étroits de loyauté qu'elles avaient développés avec leur commandant. En revanche, l'armée de Darius était composée d'un mélange de nationalités, avec de nombreux soldats qui s'étaient tenus en armes pendant la nuit précédente. Ils se sont battus avec beaucoup moins de détermination contre une force mieux disciplinée, entraînée et équipée qu'eux. La supériorité du jugement tactique d'Alexandre, ajoutée à sa capacité à passer rapidement en revue les rapports et à déduire les événements au fur et à mesure qu'ils se déroulaient, dans le chaos de la bataille, lui a permis de surmonter la supériorité numérique avec des pertes minimales. Alexandre affirma plus tard qu'environ 500 de ses hommes avaient été tués à Gaugamel et quelques 5000 blessés, tandis que l'estimation la plus prudente, et peut-être la moins exagérée, des morts perses était de 40 000. 40 000 soldats perses avaient perdu la vie. En termes stratégiques, il ne fait aucun doute que l'issue de la bataille a changé le cours de l'histoire. À l'issue de la victoire d'Alexandre à Gaugamel, l'Asie occidentale resterait sous la souveraineté hellénique au cours des siècles suivants. Une grande partie du monde serait influencée et largement modelée par les agréments de l'éducation, de la littérature, de l'art et de la science grecque classique. Une campagne, une victoire, un homme a accompli cela. C'était le Logis des mythes. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.